et j'invite pour cela Monsieur Sidi Mohamed Dekker. Sidi Mohamed Dekker, je pense qu'il a suivi avec beaucoup d'intérêt la présentation de ces khmaïs. Je sais qu'en Mauritanie, ils partagent les mêmes soucis en matière d'offres de formation, que ce soit agricole ou autre, mais nous aimerions entendre l'avis de l'expert sur ces différentes thématiques, mais aussi sur la deuxième question que j'aimerais poser à notre cher hôte et ami, sur la dynamique que nous sommes en train d'enclencher, comme l'a bien explicité Khmaïs Zayani, sur les dimensions liées à l'innovation et à l'utilisation des nouvelles techniques de l'information et de la communication. C'est Mohamed Dekker, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous m'entendez très bien. Très bien. La parole est à vous, Monsieur Dekker. Alors, c'est un très grand plaisir de m'adresser à vous de Nouakchott, de plus de 4000 km de Tunis. Quand même, il y a 10 ans, 20 ans de cela, cet échange aurait été inconcevable. Donc, c'est un très grand plaisir et c'est déjà l'un des premiers atouts de la technologie qui nous permet d'échanger, de discuter sans pour autant nous déplacer et subir de longs voyages. Ça aurait été un très grand plaisir d'être parmi vous physiquement, de rencontrer tout le monde, de serrer des mains, même si ce n'est plus évident de serrer des mains en ces moments troubles, mais de croiser les yeux au moins, de pouvoir échanger, etc. Ça, c'est toujours aussi la magie du présentiel. C'est un très grand plaisir, c'est un grand honneur de parler au nom de la Mauritanie, de parler au nom de la Banque centrale, mais aussi de parler surtout, de parler au nom du monde de l'enseignement supérieur et de la formation mauritanien, parce que je m'accroche à ma deuxième casquette de professeur d'université en économie et management. Ce professeur et formateur qui est très attaché à tout ce qui est de nature à faciliter notre mission noble d'apprentissage, de transfert de savoir et de transfert d'expertise. Alors, tout d'abord, j'aimerais passer rapidement sur l'idée fondatrice qui est au cœur de l'économie, qui est celle de l'importance du facteur de travail. Et comme vous le savez très bien, vous n'êtes pas sans savoir que le travail et que la qualification des employés et des salariés est une condition sine qua non du développement des économies. Et comme vous le savez également, et je suis sûr que vous faites face aux mêmes défis que nous en Mauritanie, qu'il y a souvent un déphasage, un décalage entre les formations disponibles sur le marché auxquels nos jeunes et nos moins jeunes ont bénéficié et leur adéquation avec les besoins du marché qui sont en perpétuelle évolution, qui sont en développement permanent, avec l'émergence de nouveaux métiers, avec le changement dans les métiers, avec l'évolution flagrante et l'accélération des technologies, que ce soit dans l'agriculture d'ailleurs, mais que ce soit aussi dans les services, que ce soit dans les télécommunications, que ce soit dans l'industrie, etc. Et du coup, la formation prend une importance capitale au cœur du concept du développement économique lui-même, sans parler de l'enseignement en tant que métier noble et important et humain, mais d'un point de vue économique, une formation adaptée aux exigences du marché, une formation capable de pouvoir suivre la cadence et anticiper les évolutions du marché est une formation qui est une condition importante pour le développement économique. Ceci est devenu d'autant plus évident et ceci
depuis des années à affecter les cursus que proposent nos universités, nos instituts, mais aussi nos centres de formation professionnelle qui sont d'une extrême importance. Alors, cette adéquation, ce manque d'adéquation plutôt, est un frein majeur à l'économie, un frein majeur au développement économique, mais c'est aussi un frein à l'intégration d'une très grande frange de la population à l'économie et du coup constitue, constitue je dirais, un risque majeur, un risque social, mais aussi un risque de stabilité politique. Et même, je peux aller plus loin pour parler des problématiques liées au développement des pratiques néfastes comme le crime organisé ou le terrorisme, etc. Parce qu'il y a une jeunesse qui se trouve complètement out of the system, qui n'est pas prise en compte, qui n'a pas été formée correctement et à laquelle on n'offre pas de débouchés pour pouvoir s'insérer correctement dans la société et pouvoir y contribuer efficacement. Du coup, cette question mérite et a toujours mérité, on n'est pas les premiers à parler de ce sujet, mais mérite encore et encore d'être creusée et d'être regardée à la loupe afin de pouvoir trouver des solutions. Personne ne prétend trouver des solutions miraculeuses, mais essayer quand même de lancer la réflexion afin de trouver des pistes d'amélioration, des pistes de solutions, afin de pouvoir apporter une réponse, quoique modeste, à ces problématiques. Donc, je donne quelques chiffres rapidement. Au niveau africain, la frange de la population de 15 à 24 ans représente déjà, selon des chiffres de l'UNESCO, 20% de la population africaine. Et c'est cette frange de la population de 15 à 24 ans qui est frappée par un chômage structurel, mais énorme. 40% des 15 à 24 ans sont au chômage. Avec un peu de prospective aussi, d'ici 2030, avec le boom démographique que connaît l'Afrique, nous attendons plus de 100 millions de nouveaux chômeurs. Vous pouvez imaginer avec moi, je ne dirais pas le désastre, parce que moi je le vois d'un œil très positif étant un optimiste par nature, mais vous voyez l'opportunité, mais aussi les risques qui résident derrière si on ne fait pas ce qu'il faut afin de pouvoir insérer efficacement, afin de pouvoir offrir des débouchés, des possibilités, des opportunités de développement professionnel, académique, mais aussi psychologique et social. Donc, c'est la question au niveau africain. Je ne pense pas que la Tunisie ni la Mauritanie d'ailleurs font exception. Nous faisons face aux mêmes problématiques structurelles de développement, aux mêmes évolutions démographiques, même si certains pays ont fait des avancées qui ne sont pas négligeables, notamment la Tunisie, que je considère comme un deuxième pays pour moi et que je connais très bien. Alors, maintenant, on parle de la formation 4.0. Et quand on parle de la formation 4.0, il y a un élément extraordinaire qui est assez magique, qu'on ne découvre pas aujourd'hui, qui est là depuis quelques années, et c'est le digital. Et quand on parle du digital, on parle de toutes les solutions qui vont nous permettre de faciliter les choses, d'améliorer les choses tout en mobilisant les nouvelles technologies qui vont nous permettre et qui trouvent déjà des applications dans divers domaines, que ce soit dans le domaine des services, des télécommunications, des échanges, de l'aérospatial, etc., mais aussi dans la formation, parce que la formation est un métier qui a été touché par la digitalisation excessive que connaît le monde. Je dirais même trop excessive parce qu'on n'arrive plus à suivre, à un moment donné, on n'arrive plus à suivre. Je ne dirais pas que c'est la solution miracle, mais je me pose la question, est-ce que cette
digitalisation de la formation et de la formation professionnelle, est-ce que c'est vraiment la solution miracle ou est-ce que c'est tout simplement un leurre? Déjà, je commencerai par dire que la formation digitale, la formation digitalisée ne manque pas d'atouts. Je n'ai pas besoin dans la PD des atouts qui sont liés à la facilité, à l'accès facile, à la disponibilité des expertises, au foisonnement du savoir qui se trouve à portée de main, etc. Mais cependant, on est en raison de penser que dans notre contexte africain, on n'en tire pas bénéfice. Essentiellement à cause d'un certain nombre de freins structurels qui sont liés aussi au niveau des populations, quand je parle de niveau économique, mais je parle aussi du niveau d'absorption, du niveau culturel, de l'illettrisme, etc. Mais je citerai deux obstacles majeurs qui sont essentiellement liés à l'équipement des apprenants, parce que nous avons souvent des apprenants qui sont sous-équipés, certains avec des smartphones, mais la plupart non. La plupart sans ordinateur et sans moyens technologiques qui leur permettent de pouvoir accéder à cette formation qui est disponible et qui est, je dirais, quasi gratuite pour une partie ou qui est payante pour une autre partie, mais même pour la partie payante, je pense que toujours le rapport coût-bénéfice est toujours très favorable par rapport au coût de la formation, je dirais, la formation traditionnelle, entre guillemets. Le deuxième obstacle, c'est par rapport à l'accès à Internet. Et l'accès à Internet, c'est une problématique qui existe depuis quelque temps, à qui il y a des propositions, il y a des avancées, il y a des progrès. Je ne veux pas présenter le tableau sombre la part sombre du tableau, mais je dirais qu'il y a des avancées, mais ces avancées ne sont pas encore suffisantes pour pouvoir offrir à un jeune Mauritanien au fin fond du désert ou dans une zone rurale, ça s'applique aux jeunes Sénégalais, Maliens, Tchadiens ou Nigériens. Donc, cette absence, cette faiblesse de l'accès online est un obstacle majeur pour ces jeunes. Donc, du coup, ça, c'est des limites au miracle que peut présenter la formation professionnelle digitale ou la formation globalement, mais là, tout en mettant l'accent sur la formation professionnelle. Je pense que ceci ce sont des obstacles majeurs et je pense qu'on peut facilement, on n'aura pas le temps de parler de solutions assez profondes et mais je pense qu'il y a déjà deux idées qui émergent dès qu'on évoque ces sujets. C'est qu'on a besoin de plateformes collectives. Et quand on parle de plateformes collectives, je parle de plateformes qui sont des plateformes où tout le monde met la main dans la pâte. Je parle bien sûr des autorités publiques, mais surtout du secteur privé national et international. Et je parle aussi d'une certaine forme d'intégration africaine et de collaboration et de coopération africaine, parce qu'au finish, je pense que les problèmes structurels auxquels fait face le Mali ne sont pas vraiment différents de celles du Cameroun ou de celles de la Libye ou de l'Égypte ou d'autres pays qui sont à des degrés différents, qui font face à des défis, je dirais similaires. Donc, sans trop m'attarder sur le diagnostic et sur les solutions, sur les débiles ou les pistes de solutions, j'aimerais plutôt parler d'une expérience et d'un domaine particulier que je connais très bien, qui est celui des nouvelles technologies appliquées dans le domaine de la finance, ou plutôt des fintech.
Et là, à l'initiative de la Banque centrale, nous avons depuis 2018 commencé à nous intéresser d'une façon beaucoup plus proactive à la FinTech. Et quand on parle de la FinTech, on parle de l'ensemble des technologies financières qui sont à même à remplacer, compléter les pratiques financières existantes. Comme vous le savez, et c'est aussi un défi partagé à des niveaux différents, nous faisons face à un défi majeur d'inclusion financière. Nous avons, en Mauritanie, on est à 20% de taux de bancarisation, à 30% d'intégration financière si on englobe les institutions de microfinance. Et du coup, directement, on sait que nous avons 70% de la population mauritanienne qui est exclue des services financiers formels. Et ceci est source le secteur financier, mais aussi pour toute l'économie. Allô? Je suis désolé pour la coupure. Vous m'entendez? Alors, je continue. Donc, la Banque centrale a adopté une approche beaucoup plus, je dirais, holistique du problème en prenant à bras le corps cette problématique des fintech. Et quand on dit fintech, on parle de technologies financières. Et quand on parle de technologies financières, on parle de technologies que moi, je n'ai jamais entendu parler de blockchain quand j'étais à l'université. La plupart de mes collègues à la Banque centrale ne savaient rien des big data quand ils étaient à l'école, ne savaient rien de l'intelligence artificielle, etc. Donc, nous sommes dans une logique de savoir nouveau, de technologies nouvelles, d'outils nouveaux, où nous avons, au niveau de l'instance de l'institut d'émission qui est la Banque centrale elle-même, nous avons besoin d'acquérir un certain nombre de compétences et d'assurer une formation professionnelle continue, mais aussi au-delà de la Banque centrale, je parlerai de tous les systèmes financiers. Et quand on parle des systèmes financiers, on parle aussi des outsiders ou des nouveaux arrivants au secteur financier qui ne sont plus des banques qui nécessitent des milliards d'investissements, mais qui sont tout simplement des jeunes qui viennent avec des idées révolutionnaires, qui créent des startups et qui lancent des idées qui peuvent devenir des entreprises de très haut niveau, de pointe technologique et qui pourraient apporter une contribution gigantesque à l'économie, au secteur financier classique existant, mais aussi apporter de nouvelles solutions, apporter de nouvelles solutions à cette problématique d'inclusion financière dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'était l'approche que nous avions adoptée, c'était plutôt une approche basée sur la promotion de tous ces secteurs, mais la promotion de tous ces secteurs nécessitait indéniablement de recourir à des méthodologies de formation à distance, des formations digitales, de formations qui sont déjà source, je dirais, de coûts de formation, comme vous le savez, les budgets de formation ont toujours été un frein majeur devant la formation inter-entreprise et intra-entreprise, avec des solutions beaucoup moins coûteuses. C'est devenu beaucoup plus facile de pouvoir former les employés des banques, de la Banque centrale elle-même, mais aussi des start-upers qui s'intéressent à la question. C'était aussi une source inépuisable de disponibilité de savoir et des expertises en permettant à toute cette panoplie d'intervenants dans l'écosystème de pouvoir échanger, de pouvoir bénéficier d'un transfert de compétences et d'expertise
d'experts venant de tous bords. Et ça a été aussi une source de... L'intervenant qui m'a précédé a parlé brillamment d'un exemple de PPP, de Public-Private Partnership, et c'était l'occasion de pouvoir mettre autour de la table tous les acteurs, tous les intervenants de l'écosystème pour pouvoir mettre la main dans la poche, mais aussi tout en ayant, tout en percevant clairement l'intérêt que ceci pourrait apporter, pas seulement à leur entreprise, mais à tout l'écosystème et l'impact que ceci pourra créer sur le pays. Donc, je pense qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je vais essayer de finir rapidement. Je pense que cette question est d'une importance capitale dans tous les secteurs. Mon collègue précédent a parlé de l'agriculture. C'était assez impressionnant de voir ce qu'on peut faire en matière d'agriculture. Moi, j'ai parlé de finances, mais j'aurais aussi pu parler de l'enseignement supérieur en Mauritanie, qui fait face à un sérieux problème d'adéquation des formations proposées, qui sont souvent des formations à des filières classiques, avec les évolutions du marché mauritanien, avec les nouvelles perspectives gazières et minières qui s'offrent au pays, alors que le pays n'était pas assez adapté, qui n'avait pas formé assez d'ingénieurs, assez de techniciens, mais aussi en allant un peu plus bas, quand on parle de formation professionnelle basique, quand on parle de travaux de maçonnerie, de maintenance, etc. Et je pense qu'il y a des solutions, mais ces solutions ne sont pas évidentes. Je pense qu'on a besoin d'une réflexion assez profonde pour pouvoir adapter les modules de formation professionnelle au niveau des apprenants, mais aussi de fournir l'infrastructure numérique qui leur permettra de pouvoir bénéficier efficacement de ces formations, et tout en faisant du tailoring, en adaptant les formations à leur niveau et à leur accessibilité. Je pense que j'ai été très long. Je vous remercie et encore une fois, c'était un très grand plaisir d'apporter cette modeste contribution à votre auguste assemblée. Merci beaucoup.